Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite et la fin de notre lecture sur le livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Aujourd'hui, nous enchaînons le chapitre 15 qui s'intitule « Cessez de discipliner vos enfants, la méditation n'est pas de la ritaline ». Et nous commençons par une citation de Marcel Proust. « On a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien et la seule part où l'on peut entrer et qu'on a cherché en vain pendant 100 ans, on s'y heurte sans le savoir et elle s'ouvre. » C'est parti. J'étais chez une amie quand sa fille, une préadolescente pétillante de vie, est rentrée de l'école. Elle avait sans doute 1000 histoires à raconter à sa mère et ne savait pas par où commencer. Elle sautillait de bonheur et son emballement faisait plaisir à voir. Mon amie ne l'a pas laissé aller plus loin. « Il faut que tu médites », lui a-t-elle dit. Et sa fille de s'écrier « Mais maman, je suis calme !» Cette vision de la méditation m'a bouleversé. Je l'ai même trouvée, et je pèse mes mots, monstrueuse. Je reçois parfois des parents qui viennent à moi se plaindre du tempérament colérique de leur enfant ou de ce qu'ils considèrent être son incapacité à se concentrer. Ils me demandent en gros de pratiquer quelques séances de méditation avec cet enfant et de le rendre sage comme une image. Cela, je les renvoie à l'agressivité de leur démarche. En fait, leur dis-je, vous voulez un enfant atrophié, le même mais sans tout ce qui dépasse et ne vous plaît pas, un enfant à la carte ? Quand, parce qu'il est énervé, nous intimons à un enfant l'ordre de se retirer dans sa chambre jusqu'à ce qu'il se calme, nous sous-entendons que, dans la solitude, il va réfléchir à son comportement et comprendre qu'il a mal agi. Ce n'est évidemment pas ce qu'il se produit dans la réalité. L'enfant va s'isoler, mais il va ressasser l'injustice de cette punition et se désoler, non pas de son comportement, mais de l'attitude de ses parents. De ce point de vue, la punition n'aura servi à rien. L'enfant continuera de s'énerver et ses parents de le punir. Lui demander de méditer pour se calmer rentre exactement dans cette même logique. Or, d'une part, la méditation n'est pas un exercice d'introspection. D'autre part, faire méditer un enfant est une aberration. On ne le fait pas méditer, on médite avec lui. La méditation n'est pas un projet sur mon enfant, mais un état de présence que nous partageons ensemble, ce qui offre une toute autre perspective sur la pratique. Je le dis une fois pour toutes, la méditation n'a pas pour vocation à rendre plus calmes les adultes ni a fortiori les enfants. Elle n'est pas là pour les empêcher d'être des enfants, mais au contraire pour les autoriser à être des enfants, à se ressourcer, à vivre, à s'épanouir à l'heure où nous mettons une incroyable pression sur eux et où nous ne savons plus ce que signifie être un enfant. Une séance de méditation n'équivaut pas à un cachet de ritaline. Elle ne calme pas, mais elle apaise. Un enfant calme, c'est un enfant qui n'est pas turbulent selon nos critères, c'est-à-dire un gamin qui joue seul dans son coin sans déranger notre propre quiétude. Être apaisé signifie que les tensions et les conflits n'ont plus d'espace pour être. La discipline de la pratique ne consiste pas à faire entrer l'enfant dans un moule enfant sage, mais à inventer une meilleure manière d'entrer en relation avec lui tel qu'il est. Ça joue pas. Elle développe en lui la curiosité pour ce qu'il est, dans le monde qui l'entoure, dans le monde présent. Et elle n'a d'autre but que l'autoriser à être. Les récentes recherches sur le cerveau de l'enfant ont montré les dommages causés sur lui par la violence ordinaire. Sous l'effet du stress, le développement des neurones se modifie, les connexions interneuronales s'organisent différemment, certaines peuvent s'atrophier et disparaître, par exemple celles qui interviennent dans le contrôle des émotions, des capacités relationnelles, de l'empathie. Le cerveau se grippe en quelque sorte comme sous l'effet d'un usage régulier de psychotropes. Physiologiquement, le stress appelle le stress et la violence entraîne la violence. Or, les pressions du « peut mieux faire », les injonctions dont nous bombardons nos enfants sont une forme de violence et une immense source de stress pour eux. Nous n'avons plus le droit maintenant que nous le savons de ne pas relever le défi d'inventer une nouvelle forme d'éducation bienveillante et la méditation peut participer à ce renversement copernicien après des siècles d'éducation coercitive. À lieu de considérer que l'enfant est notre enfant et qu'il doit donc répondre à nos projets, regardons-le comme un ami ou un invité avec qui on fait un effort pour se relier sans jugement préalable ni parti pris, mais avec bienveillance. On ne demande pas à un invité d'être à notre image ni de correspondre à notre projet. Se foutre la paix n'est pas non plus une injonction au laxisme. Bien sûr que l'enfant doit grandir, apprendre, obéir à des règles. L'absence de règles est aussi angoissante que leur accumulation. L'aider à avancer avec bienveillance et respect ne signifie pas lui passer ses caprices, le laisser ne pas se laver s'il n'en a pas envie, ne pas étudier si ça l'ennuie. Mais il existe une autre manière de l'amener à jouer à ce jeu. Couper court et rompre la relation en l'enfermant dans sa chambre n'est pas une solution. Lui répéter le sempiternel « ça ne va pas » non plus.
Être bienveillant et respectueux avec son enfant ne consiste ni à être gentil avec lui, ni à le torturer, mais à détendre toute situation pour qu'elle devienne une danse. J'entre en rapport avec mon enfant, je vois les choses avec lui plutôt que contre lui. Je lui donne les règles du jeu, je lui explique ce que j'attends de lui, ce que la société attendra plus tard de lui. Je l'aide à affronter la vie plutôt que de le torturer pour qu'il entre dans ma vie. Je comprends mieux ce qui le touche, ce qui le blesse, ce qui l'émeut. Je vois sa réalité, je l'entends et j'interagis avec elle. Je discerne ce qu'il est et je comprends. La méditation est un geste d'amour où je l'autorise à être absolument ce qu'il est. Entraîner un enfant à méditer, c'est aussi lui apprendre le sens véritable de l'attention, celle qui se déploie lorsqu'on n'est pas sous la tension et la pression d'Internet, d'un jeu vidéo, d'un examen à réussir, d'une compétition sportive, pourtant amicale, mais à gagner impérativement. Évidemment que certains défis sont nécessaires. Je suis soulevé d'enthousiasme devant le parcours du footballeur Griezmann qui, pour réaliser son rêve, a quitté sa famille à 14 ans et a choisi l'exil en Espagne. Mais ce choix était le sien. Il n'était pas le fruit du désir inassouvi de ses parents. Il a été pour lui une manière de se réaliser et non une façon d'être écrasé. En aidant l'enfant à apprivoiser une certaine forme de silence, la méditation lui permet de partir à la découverte d'un autre mode de vie, dans lequel il n'y a plus autant d'excitation, mais où l'on est tout aussi vivant. Il ne s'agit pas non plus d'interdire l'accès à Internet ni les jeux, mais de découvrir ce continuum dont le fil est être vivant de différentes manières et dans des modes différents. J'ai enseigné la méditation aux enfants. Je sais qu'ils comprennent immédiatement ce que je signifie par là, ils le comprennent encore plus facilement que les adultes parce qu'ils ne sont pas encore imbibés de nos idéologies, de nos automatismes, ils ne sont pas encore prisonniers du carcan dans lequel la société nous enferme tous. Méditer est pour eux un état naturel. Ils savent se foutre la paix, ils savent avoir un rapport amical avec eux. Ils ne sont pas coupés, comme nous, de leur corps et de leurs sensations, ils font davantage confiance à leur expérience. Quand je leur demande de s'asseoir et de rentrer quelques minutes à la maison, ils saisissent sur le champ ce que signifie ce geste tout simple. J'organise régulièrement des séminaires de méditation, 1 ou 2 semaines, durant lesquels des parents viennent parfois avec leurs jeunes enfants. Des activités sont prévues pour eux avec des moniteurs, mais chaque matin, je les invite à pratiquer quelques minutes avec nous. Il ne leur en faut pas plus, ils entrent tout de suite dans le tempo, là où un adulte a besoin de temps pour être vraiment là, pour se dire bonjour à son corps, à son cœur, à ses pensées. Pablo était l'un de ses enfants. Sa manière de pratiquer était saisissante de naturalité. Il n'essayait pas d'endosser un rôle ni de se forger un personnage. Il ne se prenait pas au sérieux, comme peuvent le faire des adultes, et n'avait absolument pas l'impression de se livrer à un quelconque rituel mystico-magique. Un matin, je lui avais demandé de prendre ma place et de méditer face au groupe. Son attitude exprimait bien mieux qu'un déluge de paroles le seul message que je voulais délivrer. Asseyez-vous et foutez-vous la paix. Aujourd'hui, Pablo a 10 ans de plus. Il n'est pas un méditant assidu, mais je le vois de temps en temps revenir pratiquer avec moi. Il m'a récemment écrit. Je lui ai demandé l'autorisation de publier son mail. Le voici. Le principal souvenir que je retiens de mon expérience de la méditation, enfant, est l'aisance que j'avais alors à me poser dans l'espace. À mesure que l'on grandit, la crispation et l'angoisse face au silence s'accentuent. La pratique devient plus difficile au fil des années. Avoir pratiqué très jeune permet un regard différent sur le passage à l'adolescence puis à l'âge adulte. Prêter attention à son expérience de l'instant présent dès ses 10 ans fait que l'on se voit grandir. Le rapport au monde évolue, et c'est là toute richesse de ce que j'ai vécu. En portant un regard simple et méditatif sur ce que l'on vit, on entre très en profondeur dans la complexité de devoir grandir et changer. La méditation m'a appris à me foutre la paix, et cela est très aidant lorsque, adolescent, tout semble devenir de plus en plus compliqué, oppressant, difficile et anxiogène. Je donnerai 2 conseils pour une instruction aux enfants. Le premier, se contenter de sessions courtes. Un enfant n'a pas besoin d'autant de temps qu'un adulte pour trouver une assise et être en rapport à son expérience. Je peux en témoigner. Le deuxième, leur expliquer que s'il leur devient difficile de méditer dans quelques années, c'est tout à fait normal. J'ai été averti et je n'ai donc pas culpabilisé quand tenir sur le coussin est devenu moins naturel à partir de mes 13 ou 14 ans. Conclusion. Georges Braque. La réalité ne se révèle qu'éclairée par un rayon poétique, tout est sommeil autour de nous. C'est parti. Pendant longtemps, j'ai été très réticent à parler du profond bonheur que procure le fait de s'autoriser à être. Je craignais qu'on ne confonde cette expérience profonde et libératrice
avec la conception niaise et édulcorée du bonheur telle qu'elle nous est présentée à longueur de pages de magazines et dans la profusion d'ouvrages consacrés au bien-être. Ce n'est pas à ce bonheur sucré et confortable que j'associe l'acte de se foutre la paix. Ce n'est pas à lui que j'associe la méditation. Le bonheur, tel que je l'entends, est une véritable aventure, avec son côté héroïque, ses épisodes inattendus, les peurs qu'elle réveille parfois, le sentiment de liberté qu'elle nous procure et les victoires qu'elle nous fait vivre. On se confronte à des difficultés et on va de l'avant, on rencontre de nouveaux paysages. Le bonheur dont je voudrais aujourd'hui parler est plus proche de l'émerveillement que du bien-être. Il n'est pas un état abstrait de félicité constante que rien ne viendrait entraver, mais il consiste à vivre une existence riche et pleine de sens qui inclut aussi des moments difficiles. La souffrance en fait partie, comme elle fait partie de la vie. Une souffrance qu'il ne s'agit pas de chercher à éviter, ce qui est vain, mais à mieux comprendre. C'est ainsi que nous pouvons l'alléger, voire la guérir. Sortir de soi, voilà la voie royale vers l'émerveillement. Nous ouvrir, défricher, découvrir. Nous autoriser à être en dépit de la pensée dominante que nous imposent des œillères, prendre des risques pour gagner en ampleur de vie, avoir confiance en la vie. Mais nous avons des craintes. Quelques mois avant sa mort, Kafka entamait la rédaction d'une nouvelle extraordinaire, Le Terrier, un texte peu connu resté inachevé. Le narrateur est une créature mi-animale, mi-humaine, dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle entreprend la construction d'une demeure parfaite qui la protégerait de ses ennemis invisibles, dont on ne sait rien et dont on ne voit jamais le moindre indice prouvant l'existence réelle. Un bunker où elle vivrait, par prudence, séparée du monde extérieur. La créature multiplie les labyrinthes, les souterrains, les impasses, elle se torture pour imaginer des plans encore plus complexes, elle accumule des provisions et sa paranoïa monte crescendo à mesure que sa demeure se transforme en forteresse imprenable. Mais est-elle réellement imprenable ? Nous sommes cette créature, obsédée par ces mécanismes de défense qui ne la défendent pas, mais qui, prétendument, lui permettent de survivre, l'empêchent d'exister. Je me suis peu à peu autorisé à m'émerveiller devant 3 cerisiers en fleurs, au bas de mon immeuble, à prendre le temps de les regarder, méconnaissables dans leur éclosion printanière. J'en étais heureux pour rien ou plutôt pour beaucoup. Je voyais la vie renaître et se déployer devant moi comme une sorte de bonté primordiale. C'était comme une de ces fêtes singulières, poétiques, éphémères et locales qu'on vient de très loin contempler à époque fixe, mais celle-là donnée par la nature, écrit Marcel Proust, émerveillé lui aussi devant des cerisiers en fleurs. Je m'émerveille en écoutant un concert de Mozart, parce qu'il m'apprend à ne pas avoir peur de perdre le contrôle, parce qu'il me fait sortir de moi. Chaque fois que je vous écoute, je me sens transporté au seuil d'un monde bon et ordonné, qu'il y ait du soleil ou de l'orage, qu'il fasse jour ou nuit, je me trouve en tant qu'homme du XXe siècle, enrichi de beaucoup de courage, sans forfanterie, d'élan, sans précipitation, de pureté, sans ennui, de paix, sans veulerie, écrit Karl Barth en s'adressant à Mozart à travers des décennies. Avec la musique, Barth redécouvre ainsi comment faire confiance à son intelligence, comment cesser de chercher à être calme pour trouver une paix plus profonde, comment faire confiance à l'allant de la vie, ce désir ardent qui ne demande qu'à nous mettre à l'œuvre. Nous avons une vision très mécanique de notre météo intérieure. Nous partons du principe que son baromètre ne dépend que des événements extérieurs. On nous l'a affirmé, nous ne le discutons pas. Pourtant, la vie est beaucoup plus riche que quelques difficultés passagères, aussi ennuyeuses soient-elles. Subir un contrôle fiscal ne m'empêche pas d'être par ailleurs heureux, de m'ouvrir aux cadeaux que continue de me faire la vie. Ceci dit, s'émerveiller ne signifie pas s'abriter de la réalité ni rêver les yeux ouverts. S'émerveiller n'est pas refuser de se confronter aux difficultés du quotidien et en laisser la charge aux autres. S'émerveiller, c'est ne pas se laisser dévorer par ces difficultés, c'est aussi les affronter, mais admettre que celles-ci ne constituent qu'une part de la réalité. À nous de chercher où est l'autre part, de reconnaître dans un premier temps que tout ne va pas mal et que nous avons juste des emmerdes qui ne réussiront pas à corrompre la totalité de notre existence. Cet émerveillement apparaît même dans des situations extrêmes. Des accompagnants de personnes dans des situations chaotiques, y compris des personnes en fin de vie, me racontent souvent le rayon de lumière qui apparaît quand ils touchent la quintessence de l'humanité, qui émerge du tréfonds de l'être et qui apporte enfin la paix. Vivre est si renversant que cela laisse peu de place aux autres occupations, écrit Emily Dickinson, une poétesse qui m'est chère. Mais nous sommes tellement pris par ces autres occupations que nous en oublions d'exister. Nous habitons en permanence un personnage. Ici, je suis mère ou père et je dois me comporter de telle manière. Là, je suis infirmière ou infirmier et je dois me tenir de telle façon, ou fonctionnaire me devant agir comme les fonctionnaires.
Je suis ces masques qui étaient portés dans le théâtre grec antique pour définir le personnage, un homme ou une femme, un comique ou un tragique, un humain ou un dieu, un gentil ou un méchant. Nous allons de masque en masque derrière lesquels nous nous dissimulons. Mais quand est-ce que je suis moi ? Quand est-ce que je touche la vie nue, cette chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne décide pas, qu'on ne maîtrise pas et qui est là, et qui ne peut au fond que nous émerveiller ? Prisonnier de toutes mes identités, j'ai l'impression de ne plus être que ma fonction, ma position sociale, ma place dans la famille. Quand je me fous la paix, je me désapproprie de ces fonctions, je redeviens un être humain, juste un être humain. Et c'est un soulagement extraordinaire. On ne peut pas habiter en permanence l'émerveillement, on le perd tout le temps et il nous faut partir à sa recherche. On ne peut pas le fabriquer ni l'inventer. On peut juste apprendre à le retrouver, à le laisser apparaître et à le redécouvrir à neuf. Il n'est pas l'expert ni le vieil homme en nous qui prétendent tout comprendre et veulent tout analyser. Il est l'enfant qui s'émerveille d'un rond dans l'eau, d'un premier coquelicot dans un champ, d'un ballon lâché seul dans le ciel. Je connais des gens qui ont tout pour être heureux. Ils en ont peut-être trop et ne savent pas s'émerveiller de leur bonheur. J'en connais d'autres qui, en dépit de leurs difficultés, de problèmes, entretiennent cet esprit en eux. Ils ont confiance dans une chance qui les dépasse, que les croyants appellent Dieu, que je préfère nommer notre trésor intérieur. Si je continue à pratiquer tous les jours ou presque, c'est pour continuer à toucher à la vie. Mon émerveillement reste intact. Même quand ça va mal, j'ai appris à avoir confiance en ma capacité de m'émerveiller. Je me fous d'autant plus facilement la paix et j'éprouve alors cette sensation étrange qu'est la gratitude. La gratitude envers la vie, envers ma vie. Juste parce qu'elle est. J'avoue avoir mis du temps à parler de cet émerveillement que je ressentais. Ce discours-là me semblait trop édulcoré et je craignais qu'il ne prenne le pas sur la radicalité qui m'appelle, sur l'urgence de se foutre la paix. Je me rends compte qu'il s'agit en fait du même discours. Se foutre la paix n'est autre que s'autoriser à toucher cet émerveillement, à trouver l'esprit d'enfance que nous avons enfoui sous nos paroles d'experts. Un tel honneur ne dépend pas des circonstances et c'est une profonde délivrance. C'est la fin de ce livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix, après 15 vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce fut un plaisir de lire ces courts chapitres toutes les semaines. On va se retrouver pour un nouveau livre. Je ne sais pas lequel ce sera, pardon. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon, on m'a proposé la lecture d'un livre qui n'est pas plutôt dans mon registre. Je vais voir ce qu'il en est. Et peut-être ce sera un livre d'un tout autre genre. À voir. En attendant, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, si tel est le cas. Et je vous dis à très vite. À plus.